Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Simon qui est le fondateur de Lingor, une entreprise d'achat-revente d'or depuis 2010. C'est déjà maintenant plus de 10 millions d'euros qui ont été placés par ses clients dans l'or. Et c'est vrai que finalement, c'est une thématique qu'on aborde assez peu et qui, pour le coup, est quand même très importante, surtout en cette période. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre à la fois son parcours et puis discuter un peu plus de cette thématique-là. Donc avant toute chose, François, un grand merci pour ta présence. Bah non, merci à toi. Merci à toi de m'avoir sollicité pour d'une part parler de mon parcours d'entrepreneur et puis d'autre part pour parler de cet actif, comme je te disais tout à l'heure, méconnu. Ouais, exactement, avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, on peut parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui ? Donc je m'appelle François Simon, donc j'ai créé Lingor en 2010. Enfin, quand j'ai monté ma boîte en 2010, en fait, elle s'appelait pas encore Lingor. En fait, je vais faire d'ailleurs, j'ai fait une école de commerce. Voilà, pas aussi prestigieuse que la tienne, hein, du coup. J'ai fait le SRN voilà, pendant ces études-là, je savais que je voulais devenir entrepreneur. Du coup, malgré tout, je me suis lancé dans le salariat et j'ai travaillé chez Capgemini pendant un an et demi. C'était pas ma tasse de thé. Il y avait une inertie assez importante, la prise de décision. Voilà, bon, ce sont les grands groupes qui sont comme ça. Donc du coup, voilà, rapidement, j'ai voulu me lancer à mon compte et j'ai monté tout d'abord une société en fait d'achat-vente de produits d'occasion. Voilà, pouvoir revendre sur eBay, sur Le Bon Coin, à l'époque ça se faisait beaucoup. Mais rapidement, du coup, j'ai senti que c'était pas forcément, j'étais arrivé un peu trop tard. Et dans le même temps, on m'a dit, bah tiens, l'or commence à exploser. Du coup, tu devrais, t'as pignon sur rue en hypercentre à Nantes, puisqu'à la base je suis de Nantes. Tu devrais te lancer dedans. Et voilà, du coup j'ai créé un logo, j'ai demandé à un ami de me créer un site web et puis on s'est lancé comme ça, on est parti avec 1000 euros du coup. Et puis voilà, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup en fait on est parti de pas grand chose. Du coup lui qui était en prestation externe et moi qui était en gérance. Et puis voilà, on est parti en 2010. Du coup, et puis à partir de là en fait, bah j'ai commencé à développer Lingor. Alors j'ai eu plusieurs associations qui sont pas très bien passées. Hein, je t'en reparlerai du coup. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tout seul à mon compte. Et puis voilà, bah, le cours de l'or étant ce qu'il était, quand j'ai monté ça en 2010, on était en pleine crise mondiale du coup. Hein, ça a commencé en 2008, la crise financière, en 2010 la crise de l'euro. Et puis voilà, ça s'est développé. J'ai monté une première agence en 2013, une deuxième agence en 2015, et puis d'autres agences ont suivi en 2018. Et puis voilà, aujourd'hui on fait du rachat à distance, on fait de la vente à distance, on a des points de vente physiques. C'est une petite dizaine de collaborateurs qui travaillent ou en dur ou en prestation externe. Et puis voilà. Et comment est-ce qu'on investit dans l'or alors ? Bah, c'est très simple en fait. C'est vrai que les gens me demandent souvent, c'est la première question qu'on me pose, mais comment je fais ? Est-ce que je m'adresse à ma banque ? Et comment je fais pour le stockage ? Alors aujourd'hui, vous avez des comptoirs, un comptoir comme Lingor, du coup, mais il en existe plein d'autres. Et aujourd'hui, on achète de l'or comme on achète un iPhone, comme on achète une paire de pompes. Voilà, aujourd'hui, c'est très très simple. Vous pouvez acheter dans les comptoirs physiques, vous avez des boutiques en ligne. Nous-mêmes, on a une boutique en ligne. Voilà, ça s'achète très facilement. Simplement, la difficulté, on va dire, c'est que évidemment, quand vous décidez d'investir plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah, c'est un bon de commande, c'est un paiement par virement, c'est des livraisons qui peuvent mettre plusieurs jours. C'est simplement ça la différence. Mais aujourd'hui, on investit très facilement, comme pour notre produit. Ok. On parle beaucoup d'or comme valeur refuge. Est-ce que c'est toujours le cas ? On a vu effectivement qu'il y avait eu une diminution de l'or au début de la crise. Tu l'expliques très bien d'ailleurs dans plusieurs vidéos. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces choses-là ? Oui, bien sûr, merci. Oui, effectivement. Alors, l'or, en fait, sera toujours une valeur refuge. Hein. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'or et l'argent, ce sont les seules monnaies qui ont survécu à tous les systèmes économiques, à toutes les monnaies qui ont pu être créées depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et l'or et l'argent, nous survivrons après la disparition de l'homme. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est un actif qui est produit par la planète Terre. Voilà. Et qu'on peut retrouver d'ailleurs, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut les retrouver aussi un peu partout dans l'univers. Voilà. Ce qui fait la valeur de l'or aujourd'hui, c'est que c'est un actif qu'on ne peut pas recréer et qui est existant et qui existe en fait en quantité limitée. Donc concernant effectivement la valeur refuge, oui, effectivement, c'est toujours une valeur refuge. En fait, l'or sera toujours une valeur refuge, encore plus actuellement avec ce qui se passe, puisque comme je t'expliquais,
Il y a des lois qui existent, il y a des directives européennes qui ont été adaptées au niveau français et qui expliquent que du coup, en cas de faillite ou de crise, les banques peuvent prélever les comptes des épargnants. Il y a des limites par décret, mais un décret, ça se baisse très rapidement. Concernant les assurances vie, il y a la loi Sympa 2 qui a été votée en 2017 qui stipule qu'en cas de crise, l'État peut bloquer ou geler les rachats partiels ou total d'assurance vie. Et il faut savoir que les assurances vie, la majorité, ce ne sont ni plus ni moins que des créances, en fait, que des obligations d'État. Du coup, c'est-à-dire qu'en fait, l'État, pour se faciliter la tâche, emprunte sur les marchés financiers. Sur ces marchés financiers, en fait, il y a les petites gens qui investissent dans les assurances vie. Du coup, donc, ce sont ces placements-là. Et en fait, quand on prend une assurance vie, en majorité, en fait, c'est la dette de l'État. La dette de l'État qui est très très endettés aujourd'hui. Voilà, hein, on a même plus, les États aujourd'hui ont même plus du mal à rembourser leurs dettes, ils ont du mal à rembourser les intérêts de la dette. Vous voyez, voilà où on en est. Donc c'est vraiment compliqué. Et pour répondre à ton autre question, parce qu'effectivement beaucoup de gens m'ont dit, mais je comprends pas, on est en pleine crise et l'or à un moment a baissé. Alors effectivement, il a baissé, mais pas beaucoup. Hein, il était à 50 000, il est descendu à 40 000, et là il est de nouveau à 50 000. Et effectivement, l'or a justement joué sa responsabilité de valeur refuge, puisque les gens, en fait, comme la bourse a chuté, les gens, en fait, du coup, ont perdu pas mal d'argent, et pour récupérer cet argent, ils ont dû vendre de manière massive les placements en métaux précieux qu'ils avaient. Voilà. Donc, cette vente-là a permis de contrebalancer les pertes des autres placements. Donc, on était complètement, du coup, dans la valeur refuge, puisque les gens ont réussi à récupérer leur billes, ou en tout cas, à ne pas en perdre. Le cours de l'or, s'il monte aujourd'hui, c'est parce que nos monnaies sont dévaluées. Voilà. Et pour comprendre pourquoi nos monnaies sont dévaluées, il faut comprendre en fait comment une monnaie peut se dévaluer. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que la masse monétaire qui est en circulation dans le monde est complètement décorrélée de la valeur en fait des actifs réels. Ce qu'il faut comprendre, ce qui nous a mené par exemple à la crise de 2008, c'est qu'il y avait en fait plein d'actifs qui ne reposaient sur rien et qui étaient échangés entre eux, du coup. Donc en fait, les banquiers, les banques d'investissement, tout le monde se revendait des actifs qui étaient déjà existants, ce qu'on appelle les produits dérivés. D'ailleurs, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et tous ces actifs-là, en fait, ont contribué, du coup, à augmenter la masse monétaire sans qu'il y ait de création, en fait, de valeur. Donc ça veut dire que, il faut se dire aujourd'hui, si on devait reprendre, si on devait expliquer, en fait, aux gens, du coup, donc, on vend des produits, une entreprise va vendre des produits, les gens vont consommer, les gens de l'argent, les gens consomment, les gens consomment, les entreprises continuent de produire des choses, ils font des profits, ils augmentent les salaires et ça fait un cercle vertueux. D'accord ? Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que les profits qui sont récupérés, eh ben, ils sont pas versés dans les salaires, ils sont versés chez les actionnaire. C'est ce qui est reproché aujourd'hui à tout le monde. Ah oui, on fait de l'argent et on ferme des entreprises alors qu'on fait beaucoup d'argent. Et ces actionnaires-là, ils récupèrent l'argent et ils vont pas le remettre dans l'économie réelle, ils vont le remettre sur les marchés. Donc ça crée une bulle spéculative, donc ça crée une masse monétaire qui n'a rien à voir avec l'économie réelle. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une masse monétaire qui n'a rien à voir avec l'économie réelle ? Eh bien en fait, ça dévalue votre monnaie. Voilà. Pour expliquer vraiment simplement, on imagine un petit village. Il y a un petit village, il y a 1000 personnes, ils ont chacun 1 euro. Et ces euros permettent de produire avec les entreprises 1000 pommes. Voilà. Donc chacun va acheter une pomme 1 euro. D'accord ? Voilà. Si on fait des profits, on fait des bénéfices, l'entreprise, elle va créer 2000 pommes, du coup. Mais elle va également augmenter les salaires. Donc on va créer, les gens, ils auront plus 1000 euros, mais 2000 euros. Donc la pomme va coûter 2 euros, du coup. D'accord ? Voilà. Donc ma monnaie, en fait, elle perd pas de valeur. Je continue de produire. Maintenant, admettons que ce village-là, on lui donne 1000 euros en plus des 1000 euros qu'il a. Mais on n'a pas créé de valeur. Donc on se retrouve avec 1000 pommes, mais les gens, ils ont avec eux 2000 euros. Donc chaque pomme va valoir, en fait, 2 euros, du coup. Tu comprends ? Ouais. Mais comme, en fait, on n'a rien produit, ça veut dire qu'en fait, ton euro, il a été divisé en 2. Tu comprends ? Parce qu'une pomme, tu vas devoir dépenser 2 euros pour l'acheter. D'accord ? Alors qu'avant, tu dépensais qu'1 euro. Donc tu as l'impression d'avoir plus d'argent, mais en fait, non, ta pomme, elle vaut 2 fois plus cher. Donc ton argent vaut 2 fois moins cher. Voilà. Et c'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. Du coup, c'est qu'ils ont l'impression, les salaires ne montent pas, mais en plus, l'inflation fait que, du coup, notre argent est dévalué tous les ans. Donc c'est une catastrophe, en fait. Et comme l'argent est dévalué tous les ans, on n'a plus confiance dans la monnaie, qui est une fausse monnaie, je le rappelle, puisque depuis 1971, le dollar reposait sur l'or. Depuis 1971, le dollar ne repose plus sur l'or. Toutes les monnaies entre elles, selon des cours, des ratios, reposent. Donc aujourd'hui, ça ne repose plus sur rien. Et tu regarderas, c'est à partir des années 70 que l'or il a commencé à monter. Alors évidemment, il y a eu des crises, il a baissé. En 2013, quand tout allait mieux, quand
quand les banques, du coup, les banques centrales ont réinjecté de l'argent dans l'économie, du coup, il y avait un semblant de mieux et l'or a perdu un tiers, mais il est remonté au fur et à mesure. Donc l'or sera toujours une valeur refuge parce qu'il ne vaudra jamais zéro, contrairement aux monnaies qui, elles, finiront toujours par valeur zéro ou disparaître. Et quoi qu'il arrive, bah voilà, l'or continue de monter et on le voit aujourd'hui, 50 000 euros. 50 000 euros le kilo. Je veux dire, on est à une once qui fait 1700, 1800 euros. En 70, on était à 35 dollars l'once. Ouais. Ça valait rien à l'époque. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent. Et pareil, j'ai des gens qui me disent « Oh non, j'ai pas confiance dans l'or. » T'as pas confiance dans l'or, mais tu devrais avoir encore moins confiance dans l'argent qui est sur ton compte bancaire ou en assurance vie. Parce que je peux te dire que on imagine le pire, mais si le pire arrive, tu perds tout. Aujourd'hui, quand on écoute tous les économistes, et je suis d'accord avec eux, le système économique actuel doit être détruit, en fait. On doit repartir sur quelque chose. Et nos monnaies doivent être indexées sur un actif tangible, du coup. Tu comprends ? Donc, tant qu'on n'aura pas ça, en fait, le cours de l'or ne pourra pas baisser. Il pourra baisser artificiellement parce que du coup, on a l'impression que tout va bien, on réinjecte tout. Mais là, le problème aujourd'hui, en fait, c'est qu'on est arrivé au bout du bout. Tu vois, c'est vrai que c'est compliqué un peu de rentrer dans le détail, mais les banques centrales la Banque centrale européenne et la Fed, la banque banque centrale américaine, du coup, réinjectent massivement. On entend beaucoup de choses comme ça en ce moment. Voilà, on va réinjecter 750 milliards, le plan de relance américain 2000 milliards. Ouais, le problème en fait, c'est que la grande majorité de ça, en fait, ça va pas être forcément réinjecté tout de suite dans l'économie réelle, mais ça va être réinvesti sur les marchés financiers. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, on n'essaye pas de sauver les comptes des épargnants, on essaye de sauver les banques. Et pour comprendre pourquoi en fait on essaie de sauver les banques, il faut comprendre en fait comment ça fonctionne. Une banque, il y a des liquidités, et il y a la solvabilité d'une banque. Et une banque aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la majorité des actifs d'une banque, du coup, ce sont des produits financiers. Et des produits financiers, par définition, il y a un grand risque de perte de valeur. D'accord ? Donc, on imagine, si l'actif tout à coup perd sa valeur, le passif va devenir plus important, et dans ce cas-là, la banque devient insolvable. Et là, c'est une catastrophe. Donc, ce que font les banques centrales, c'est qu'elles réinjectent de l'argent au travers de rachats de dettes, ou alors de prêts à taux, on entend les prêts à taux négatifs actuellement, du coup, voilà. On réinjecte énormément d'argent pour que les banques, du coup, puissent survivre à cela. Voilà. Le problème est donc au travers des produits financiers, du coup, mais bon, ça ne fonctionne pas en fait. Tu vois, on recrée des fonds propres, on récupère de l'argent, on incite les banques, du coup, à prêter à nouveau aux gens pour que relancer la croissance, mais ça ne fonctionne pas en fait. Donc on est vraiment arrivé au bout du bout. Tu vois, du coup. Donc, toutes ces choses-là font que le système économique va très mal en ce moment et on n'est qu'au début, du coup. C'est vrai que pour le moment, en fait, les gens n'ont pas la perception de ça, mais quand on voit un peu les indicateurs qu'il y a partout, tant que les gens ne sont pas touchés profondément, il n'y a pas de souci. En 2008, en 2010, 2011, 2012, en France, on n'a pas été tant touché que ça. Je veux dire, les gens, ils n'ont pas perdu leur maison, ils n'ont pas été prélevés sur les comptes bancaires, les contrats d'assurance vie n'ont pas été prélevés, voilà. Donc ça a été assez indolore pour nous. Voilà. Donc les gens n'ont pas pris conscience de ça. Je pense que maintenant, avec ce qui va venir, ils vont prendre conscience que une économie peut s'arrêter, que d'ailleurs le coronavirus en soi a montré un peu les faiblesses de toute notre économie. Voilà. Comment est-ce qu'un virus qui touche, alors évidemment c'est dramatique, c'est terrible ce qui se passe, mais comment est-ce qu'une économie comme la nôtre n'est pas préparée à cela ? Parce qu'elle était, c'était brinque-ballant, c'était instable du coup. Donc dans toutes ces conditions, à partir du moment où la monnaie, que j'appelle une fausse monnaie du coup, n'a plus la confiance des gens, un actif tangible comme l'or, il monte, et c'est pas fini de monter en fait. C'est pas fini de monter. Et puis on a aussi l'avènement des crypto-monnaies, aussi la blockchain qui arrive. Toutes ces choses-là font que le système tel qu'on le connaît actuellement est voué à disparaître, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, je dirais même, les crises telles qu'on les connaît, en fait, c'est pas la fatalité. Le système tel qu'il est, en fait, comme il est construit sur des bulles spéculatives tout le temps, il est voué en fait à monter très haut et à se cracher derrière. Et on repart, et on se recrache. Et évidemment, ceux qui sont aux manettes, c'est les fonds d'investissement, c'est les grandes fortunes, et ceux qui payent les pots cassés, c'est nous, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, j'étais très content que tu m'invites aujourd'hui, parce que justement, on commence à travailler avec Isabelle, du coup, que tu avais interviewé par le passé, du coup, sur ça, pour expliquer aux gens, pour vulgariser. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur Internet, mais il faut aller un peu plus en profondeur et un peu plus de manière synthétique pour que les gens comprennent, parce que c'est un sujet qui est terrible. L'éducation économique en France, elle est très mauvaise. Je le dis tout le temps. Je veux dire, moi je me souviens à mon époque, j'ai 35 ans, quand j'étais en
en première ou seconde première, je ne sais plus, l'option sciences économiques, c'était une option. Et c'est hallucinant, c'était une option. Donc les gens arrivent sur le marché réel, le marché du travail, ils pigent que dalle à l'investissement. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, bien au contraire. On veut les prendre pour des gens, on veut les prendre pour des personnes stupides. Non, on est tous capables de comprendre et on est tous capables de prendre en main notre patrimoine. Et le problème, c'est que les gens, ils arrivent sur le marché du travail, bim, je travaille, j'ai mon salaire, rien ne nous incite à comprendre l'économie et ça arrange tout le monde. Alors que pourtant, on devrait comprendre comment fonctionne une banque, comment est créée la monnaie d'une banque. Voilà. Comment fonctionne la bourse, on entend souvent désolé, hein, je monologue un peu, je pars sur ça, mais par exemple, la crise de 2008, c'était une crise majeure du coup. Les gens résument ça, ah oui, la crise des subprimes, et c'est tout. Moi, quand je parle avec des gens, des fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est pour toi la crise? Bah, j'en sais rien, voilà, enfin, c'était pas bon, quoi, il y a eu la crise. Non, lis un bouquin pendant 1 heure, t'en sauras plus que 99% des gens et tu vas comprendre le mécanisme et peut-être que ça va te attiser ta curiosité et que tu vas aller te renseigner et peut-être que tu vas prendre finalement ton épargne en main, quoi. Investissez sur vous-même, ça vous prendra peu de temps. Les gens passent tellement de temps aujourd'hui devant la télé, sur leur téléphone. Prenez 1 demi-heure même par jour. Vraiment, investissez sur vous-même parce que c'est très important, quoi. Il faut comprendre ce qui se passe. On est en plein dedans, on vit un moment historique. Le problème actuellement, c'est que on a une croissance qui est en berne. Voilà, on est entre 0 et 1%. Voilà. Donc l'objectif d'une BCE, en fait, c'est pas d'investir. L'objectif d'une BCE ou d'une Fed, en fait, c'est de contrôler cette inflation. Voilà, elle a d'autres objectifs, mais contrôler l'inflation pour elle, c'est très important. Donc en fait, elle a plein de petits leviers, du coup. Et donc on peut comprendre ça facilement, du coup, avec les taux d'intérêt. Voilà, on entend souvent parler des taux d'intérêt, les taux négatifs. Voilà. Et en gros, la Banque centrale, elle va prêter aux banques à des taux plus ou moins intéressants en fonction de la situation du marché. Donc, si on a une croissance qui est bonne, il n'y a pas besoin d'aider les banques, du coup, on reste comme ça et puis on voit. Si la croissance n'est pas bonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'investissent, ça veut dire que les gens comme toi et moi ne consomment pas assez. Hein, toujours le même système, je consomme, donc les entreprises font du profit, donc elles produisent, donc elles vendent des produits un peu plus chers et donc plus de profit, plus de salaire, voilà. Donc les gens ne consomment pas. Donc comment on fait pour relancer la consommation? Eh ben, on baisse les taux d'intérêt des prêts. Donc la Banque centrale européenne va prêter de l'argent aux banques, d'accord, pour que eux-mêmes favorisent les prêts aux gens. Voilà, les prêts comme toi et moi. Voilà. Donc on fait des petits prêts, comme ça nous on peut investir, on fait des prêts, des crédits à la consommation qui coûtent pas cher et on peut consommer. Eh ben, on s'est rendu compte que même en faisant ça, en fait, la croissance, elle n'a pas été relancée. Donc en fait aujourd'hui on est dans une situation où les banques centrales en fait elles sont bloquées du coup parce qu'en fait il n'y a plus aucun outil, tu vois, et ce qu'il faut savoir en plus c'est que alors donc ça c'était le QE, le quantitative easing, donc je disais donc ça en gros on prête de l'argent aux banques pour que les banques prêtent pour que les banques favorisent les crédits à la consommation. Donc voilà, les gens comprendront bien ce que c'est un crédit à la consommation. Je veux m'acheter une voiture, je veux m'acheter une télé, je veux faire des travaux chez moi, voilà, peu importe. Du coup, et on a aussi ce qu'on appelle, ça c'est un peu moins connu, c'est ce qu'on appelle les LTRO, du coup. Hein, et ça en fait c'est des prêts de financement, de refinancement à long terme des banques. Et là c'est vraiment pour refinancer les banques. Voilà. Et là, du coup, donc on peut imaginer que c'est pour augmenter les fonds propres. Et là c'est pareil, c'est le même principe. Là, du coup, ça va être des prêts à taux vraiment, voire même négatifs, du coup, pour refinancer les banques et pour qu'elles retrouvent en fait des réserves, du coup, et une meilleure santé. Voilà. Donc, on a deux choses. Le problème, c'est qu'une banque, comme je le rappelle, les actifs, c'est beaucoup de produits financiers. Voilà. Donc, on peut imaginer que la banque, avant de redistribuer ça dans l'économie réelle, elle va surtout, elle, se refaire à son niveau. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui ne vont pas retourner dans l'économie réelle. Tu comprends? C'est ça en fait la difficulté aujourd'hui. Une BCE en fait, c'est pas magique du coup. Une BCE, elle va prêter de l'argent sous forme, elle va racheter des obligations d'État, elle va racheter des obligations d'action. Mais attention, elle fait ça à des taux très intéressants, mais derrière, ça augmente la dette. Ça augmente la dette des États, ça augmente la dette des banques, du coup, ça augmente la dette de tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas de mécanisme magique en fait. Pour moi aujourd'hui, la BCE et la Fed devraient investir en fait directement dans les banques ou dans les États. Tu vois, du coup. Et le problème, c'est que dans le monde, depuis notamment les accords de Maastricht en 94, mais ça avait été décidé un peu avant, du coup, les États ne peuvent pas emprunter directement auprès de la BCE.
Donc, tu vois, on est obligé d'aller sur les marchés financiers et d'acheter des obligations d'État. D'acheter ça. En France, c'est ce qu'on appelle les OAT à 10 ans, par exemple. Tu vois, du coup. Donc, on achète des obligations d'État, des obligations. Tout est fait, en fait, pour qu'il y ait toujours un ou deux intermédiaires en plus. Les marchés financiers, qui, eux, s'engraissent bien, du coup, faut le dire. Hein, on pourrait en parler des heures, mais les gens ont raison quand ils disent aujourd'hui que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc voilà, la BCE, c'est pas quelque chose de magique. Et en plus, comme je te dis, ce qu'il faut que les gens imaginent, c'est que l'argent massif qui va être remis va surtout aider les marchés financiers à tenir. Voilà, parce qu'un marché financier qui s'effondre, c'est les actifs d'une banque qui s'effondrent, c'est une banque qui devient insolvable, et une banque qui devient insolvable, c'est une banque qui ne peut plus assurer le dépôt de ses épargnants. Et si les dépôts des épargnants ne sont plus assurés, les gens n'ont plus rien, et c'est la catastrophe. Voilà. Donc c'est un mécanisme qui est très simple, vraiment. Et effacer la dette ne résoudra absolument rien s'il n'y a pas de réforme structurelle profonde. Hein. Et effacer la dette, c'est on met un pansement, allez, on élimine, mais ça ne remet pas en question le système actuel. Ce qu'il faut vraiment pour que les gens comprennent, quand je disais tout à l'heure que le système financier actuel fait que les gens font beaucoup d'argent, du coup, alors qu'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de produits. En gros, en 2008, quand il y a eu la crise, il y avait ce qu'on appelait, en fait, on va dire le poison du système financier, ce sont les produits dérivés. Et en gros, un produit dérivé, c'est un produit, en fait, qui est créé à partir d'un autre produit. Donc c'est un produit que les gens vont s'échanger entre eux. Donc chacun à leur niveau, en fait, vont créer de la valeur. Voilà, je te revends avec des taux d'intérêt, avec des... Bon, voilà, on a compris l'idée, on se revend chacun ce même produit, du coup. Chacun fait son argent, et à un moment, en fait, il est revendu à quelqu'un en dernier. Donc on a créé de la valeur, on a créé de l'argent qu'on va réinvestir sur le marché financier, mais à partir d'un seul et même produit. Tu vois, du coup, voilà. Donc en fait, il se passe quoi ? Il se passe que finalement, quand on a eu du coup la crise en 2008, on avait des produits dérivés du coup dédiés au marché hypothécaire, enfin au marché immobilier par contre. Pardon. En gros, c'était donc aux États-Unis en fait, on a favorisé les prêts. En fait, comme les taux étaient, on n'expliquait pas aux gens ce qui se passait. Donc du coup, en fait, les gens ils ont emprunté et ils ont emprunté plus que ce qu'ils pouvaient. Donc ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Du coup, et quand on prend un prêt immobilier, du coup, ça peut être garanti par des hypothèques. Voilà. Donc la banque, elle sait très bien que ça peut être compliqué pour les gens de rembourser. Ce qu'il faut savoir en plus aux États-Unis, c'est qu'il y avait pas mal de prêts qui étaient à taux variable. Donc c'est en fait dans le temps, et c'est la difficulté qu'ont eu les gens. Vous prenez un prêt immobilier, vous commencez à rembourser votre dette. Du coup, la banque, elle, hypothèque votre prêt immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, votre banque se dit, oula, si lui il est insolvable, c'est pas grave, je récupère la maison. Voilà, donc la banque elle a tout gagné en fait. Le mec l'emprunteur il a commencé à payer une partie, puis si ça va pas, la banque récupère le bien. Donc c'est génial. Et donc les banques se sont dit tiens, comme j'ai l'hypothèque de ce bien, donc en fait c'est un bien que j'ai en contrepartie du coup, et je vais aller proposer cette hypothèque là. Donc en fait je vais créer un titre adossé à la créance hypothécaire et puis je vais aller la proposer sur le marché financier. Voilà, comme ça je vais me faire un peu d'argent avec. Donc voilà, je fais un peu d'argent avec, et puis si ça va pas, du coup, c'est pas grave. J'ai pris un contrat, j'ai pris une assurance, ce qu'on appelle les swaps sur les marchés. Parce qu'en fait, tous les contrats, tous les produits dérivés, en fait, si jamais, par crainte de perdre de l'argent, en fait, on prend aussi des assurances, comme pour nous pour une maison. Et je revends ça. Et puis, ce produit-là, il est revendu. Et ce qui s'est passé, c'est que les banques vendaient ça à des banques d'investissement. Les banques refaisaient un package, et eux, ils allaient sur les marchés financiers, et puis ils revendaient ça à qui ? À des entreprises, à des États. Imagine un peu. Donc en fait à la fin du coup les gens peuvent plus rembourser parce qu'effectivement en fait ce qu'il faut savoir c'est que d'un côté en fait les taux d'intérêt augmentent. Donc en fait les gens qui avaient des prêts à taux variables, en fait ton prêt tous les mois il augmente un peu plus. Du coup comme il y a la crise de l'immobilier, ton bien en fait il vaut moins. La valeur de ton bien commence à baisser. Donc l'hypothèque en fait la valeur de son hypothèque commence à baisser. Donc la banque se dit oula. Si le mec est insolvable et que je revends son bien, en fait, si ça se trouve, il ne pourra pas couvrir l'entièreté de ce qu'il me doit. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter ses mensualités, du coup. Donc on se retrouve avec des gens. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin de la crise, il y a des gens qui se sont retrouvés dehors aux États-Unis, mais parfois ils avaient payé leur bien, ils avaient parfois payé la valeur de leur bien 2-3 fois. Ils avaient payé 4-5 fois la valeur de leur maison, et pourtant ils se retrouvaient à la rue. Tu vois ? C'est ça les produits dérivés. C'est ça l'économie d'aujourd'hui. Tu vois, du coup. C'est un truc complètement délirant, du coup. Voilà. Et ce que je voulais simplement dire, dès le départ, c'est vrai que là, il y a tellement de choses à dire.
les produits dérivés qui ont causé la crise 2008, il y en avait 700, l'équivalent de 700 trillions de dollars. Alors, pour comprendre ce que c'est un trillion, c'est 1000 milliards. D'accord? Aujourd'hui, donc on se dit les produits dérivés, c'est pas bien, c'est des actifs un peu toxiques et tout. On se dit, 10 ans plus tard, il n'y en a plus. Non, aujourd'hui, il y a 1,2 billiard de produits dérivés. 1,2 billiard, c'est 1 million de milliards de dollars. Voilà, donc il faut imaginer 1,2 millions de milliards de dollars de produits dérivés. Donc tu vois, en fait, les banques n'ont absolument pas, les marchés financiers n'ont absolument pas retenu. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tous les produits dérivés qui étaient revendus, les banquiers, les banques d'investissement, eux, ils ont pris leur marge dessus, mais ils n'ont pas été condamnés. Ceux qu'on payait à la fin, c'est ceux à qui on avait revendu ces actifs toxiques, qui étaient basés, qui étaient très dangereux du coup. Les États, les entreprises, les particuliers. Voilà. Donc aujourd'hui, on a en plus un système qui est un peu au-dessus des lois parce que ils font beaucoup d'argent, du coup, et ils ne payent pas les pots cassés à la fin. Ceux qui payent les pots cassés, c'est nous. Voilà. Et c'est ce qui risque de nous arriver, du coup. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ton activité? J'aurais aimé savoir qu'il faut être patient. Voilà. J'aurais aimé savoir que on va avoir des déflagrations énormes, du coup, mais qu'on va s'en remettre. Je pense que le métier entrepreneur n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que on entend beaucoup de gens veulent entreprendre, ils veulent se lancer à leur compte. Beaucoup de gens aiment l'idée d'entreprendre, mais les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Les épreuves qu'on va avoir, le stress en fait c'est le stress financier, moi vraiment, qui m'a bouffé au début, parce que pendant 2 ans et demi, j'étais au RSA. Du coup, tu vois, j'en étais même un moment, je développais mon activité, j'en étais même un moment, j'avais revendu, j'étais en colocation, je me souviens, et je dormais sur un matelas, même le sol. Tu vois, j'avais ma penderie, c'était une penderie que j'avais récupérée chez ma mère, un vieux truc, enfin c'était voilà, donc ce qu'il faut. Voilà, moi je ne me voyais pas revenir dans le monde salarié, parce que je voulais prendre mes propres décisions, et puis j'ai sans doute un peu de mal aussi avec l'autorité, du coup, donc j'aime bien prendre mes propres décisions. Je pense que les entrepreneurs, on se retrouve tous là-dedans. On n'aime pas le monde salarié parce qu'on n'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de nous, on veut prendre nos décisions, on veut que ça aille vite. Du coup, mais voilà, j'aurais aimé, en fait, ce que j'ai appris au fur et à mesure de ces années, c'est à être patient. C'est à être patient et à ne pas prendre des décisions rapides. En termes de communication, ne pas se lancer n'importe comment, dans les associations, parce que voilà, c'est vrai que j'en parle pas de ça, mais il y a 5 ans, en fait, j'ai vécu vraiment une épreuve énorme. Du coup, en fait, je m'étais associé avec quelqu'un pour monter une agence du groupe Lingor dans une autre ville, voilà, que je ne citerai pas parce que c'est une affaire qui est toujours en cours. Du coup, et cette personne-là, en 1 an et demi, en fait, a planté la boîte. Du coup, et il a escroqué des gens. Au moment où il a planté la boîte, du coup, il a imaginé un faux braquage. C'est allé très loin. Moi, à l'époque, je ne le savais pas, et du coup, j'ai voulu rembourser les clients qui n'étaient pas de ma société, parce que c'était une société complètement, c'était une entité juridique complètement différente. C'était comme une licence de marque, du coup, voilà. Sauf que j'avais dit, voilà, tu utilises la marque Lingor, mais voilà, on s'associe tous les deux, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai remboursé plein de clients avec mes deniers, du coup, et j'ai failli perdre ma boîte, le groupe Lingor, à cause de ça. Tu vois, c'est une histoire terrible. Il m'a volé 3 ans de ma vie, un burn-out, 20 kilos de prix, enfin voilà, tu vois. Et ça, c'est un truc de dingue. Et l'affaire, tu vois, donc il a été condamné, il a fait appel, ça fait 5 ans et l'affaire n'a toujours pas vu son terme, tu vois, du coup. Et cette personne-là se fait passer pour le fondateur en plus de Lingor. Tu vois, donc en plus, il faut que je vive. Moi, il faut que je me taise parce que l'avocat dit surtout ne faites rien parce que voilà, l'affaire est en cours. Mais voilà. Et c'est le genre d'histoire qui arrive à plein de gens. Alors, pas ça, du coup, mais ce type d'histoire, ce type d'envergure, ça arrive en fait à plein d'entrepreneurs. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans une vie d'entrepreneur, voilà, on peut faire face à ça. Voilà. Et moi, j'aurais aimé à ce moment-là, en fait, c'était une décision que j'ai prise à la va-vite. J'ai accepté de m'associer avec lui. Je n'ai pas mesuré, en fait. Pareil, quand tu décides d'aller au prud'homme, parce que voilà, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu quelqu'un dans une de mes agences, il m'a insulté par SMS, tu vois. Du coup, j'ai dit, bon, bah voilà, je peux plus continuer avec lui, tu vois. Et au prud'homme, ils ont dit, non, il vous a insulté par SMS, mais du coup, ça ne veut pas dire que vous pouvez plus bosser ensemble, tu vois. J'ai fait, bon, ok. Enfin voilà, on est sur des... Donc, j'aurais aimé, en fait, prendre le temps de chaque décision, tu vois, peser chaque décision, et en fait, c'est ce que ça m'apporte aujourd'hui. Tu vois, je suis quelqu'un de très dynamique, je suis très impulsif dans la vie en général. Tu vois, je mords la vie à pleines dents, mais j'ai appris à être patient. Voilà, parce que si on prend les décisions n'importe comment, à la va-vite,
Du coup, si on n'est pas patient, et ben à un moment, en fait, on a un retour de manivelle. Et ça, c'est pareil, même par rapport au travail. Il y a des fois, en fait, on bosse, et on a l'impression que ça ne paye pas. Mais soyez patient, vraiment, soyez patient. Faites en sorte d'être patient parce que la réussite arrive au moment où on ne s'y attend pas. Vraiment. Et ça, voilà, je vois plein de gens, c'est des grands. Moi, à mon niveau, tu vois, je suis parti avec 1 000 euros. Aujourd'hui, je fais 8 millions de chiffre d'affaires, tu vois, du coup. Mais bon, ça peut paraître important, mais je suis pas grand-chose par rapport aux grands, tu vois, qui ont eu des sociétés, qui ont fait des centaines de millions. Mais ils te diront tous ça. Si vous souhaitez vous lancer, dites-vous bien que c'est pas fait pour tout le monde. Que si vous aimez l'idée d'entreprendre, il faut vous dire que se lever pendant des années pour peut-être ne rien gagner pendant des années, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Donc il faut aimer l'idée d'entreprendre, mais il faut surtout aimer le produit que vous allez promouvoir. Tu vois, du coup. Et c'est ça, en fait. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, mais lancez-vous avec un produit pour lequel vous avez envie de pas donner votre vie, mais au sens voilà, pas au sens littéral, mais presque, du coup. Parce que c'est ça, en fait. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ça, eh ben, vous n'allez pas faire long feu. Voilà. Et je parle même pas, évidemment, d'analyser le marché, de savoir si le produit, pour vous, le produit, il est top, mais si ça se trouve, il va pas trouver son marché. Mais vraiment, c'est ça. Voilà. Et d'autre part, soyez authentique. Ça, c'est très important. Voilà, ne surjouez pas et n'essayez pas de presser un client pour essayer de récupérer. Moi, je sais que je développe l'image de Lingor depuis très longtemps, depuis 10 ans. Du coup, voilà, en étant authentique, en respectant le client, en lui rendant le plus de services possible, en ayant les frais de commission les plus basses qui soient. Du coup, je fais du rachat en ligne, on a développé le kit postal Lingor et on reçoit maintenant 200, 300 kits postaux par mois. Et quand les gens viennent vendre chez nous, ils peuvent gagner parfois 7, 8, 9 euros du gramme. Tu vois, donc quand tu vends 40, 50 euros ou 100 euros, ou 100 grammes, tu peux gagner 1 000 euros chez nous, tu vois, du coup. Et les gens me disent, mais comment vous faites pour faire ça? En fait, je fais ça en fait depuis 10 ans, du coup, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la marque, elle commence à avoir une notoriété nationale, quoi, parce que oui, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai réfléchi long terme, j'ai appris à être patient, voilà, et il faut être patient, voilà. Donc, on entreprend, du coup, donc c'est ça en fait, voilà. Pour répondre à ta question initiale, c'était voilà, j'aurais aimé me lancer en sachant qu'il va falloir être patient, qu'il faut pas que je prenne de mauvaises décisions, et aussi j'aurais aimé aussi être entouré d'un mentor. Tu vois, ou d'un parrain. Ça, c'est hyper important. Je pense que les gens aujourd'hui, s'ils veulent se lancer, moi, j'étais tout seul. Tu vois, j'ai pas fait de réseau, j'ai pas fait de levée de fonds. Je sais pas faire du réseau, en fait. Tu vois, je commence à le faire. Isabelle Cugnot me commence voilà, elle me pousse à le faire. Mais moi, je sais pas aller vers des gens, tu sais, pour vendre dans le but de vendre un produit. Tu vois, du coup, je viens vers toi parce que j'ai un intérêt. Je sais pas faire ça. Moi, j'aime bien les relations authentiques avec les gens, du coup. Mais voilà, donc il faut être encadré par quelqu'un qui a déjà vécu ça. Parce qu'il fera pas le travail à votre place, mais il pourra vous donner la bonne direction. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ne serait-ce que déjà d'aller dans la bonne direction, mais c'est sensationnel, parce qu'on sait très bien qu'en allant dans la bonne direction, on sait qu'on va bosser, mais vraiment on va s'arracher, mais on sait que ça finira par payer. Alors des gens qui se lancent avec un mauvais produit et dans la mauvaise direction, ils vont s'arracher pendant des mois, des années, et ça va pas payer. Ça va les dégoûter, alors qu'en fait, parfois, il suffit simplement d'un petit ajustement. Donc voilà, si je devais résumer, lancez-vous avec un mentor, soyez patient, lancez-vous pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Lancez-vous parce que pas simplement à ce que vous voulez d'indépendant, mais parce que vous croyez en un produit. Et puis dites-vous bien que vous aurez peu de vacances, du coup. Et si, prenez du temps pour vous, parce que tu vois, moi c'est pareil, par rapport à l'histoire donc je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 ans de ma vie, puisque pendant 3 ans, j'ai dû sauver le groupe, j'ai pris 20 kilos, j'ai fait un burn-out, j'ai pas pris de vacances. Tu vois, donc ça y est, maintenant la situation est rétablie depuis 2 ans, donc je prends du temps pour moi, j'ai perdu mes kilos, tu vois, du coup. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le boulot. Voilà, prenez aussi du temps pour vous, prenez du temps pour vos amis, c'est très important. Ok, parfait. Bon, on pourrait encore en parler pendant des heures. Exactement. On va devoir s'arrêter là. Ouais. Mais en tout cas, un grand merci François pour tous tes conseils, pour tes explications. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.